Star Wars, l'étoile de la mort est l'arme de destruction de masse la plus puissante qui soit. Elle est capable d'anéantir des planètes entières. Dans l'univers réel, le ciel est peuplé de véritables étoiles de la mort. Elles sont comme des bombes à retardement. Et certaines sont dangereusement proches de notre planète. La Terre pourrait prendre un mauvais coup si cette radiation nous atteignait. Et l'une de ces étoiles a la Terre dans sa ligne de mire. Ça a été un choc. Je n'y ai pas cru quand je l'ai vu pour la première fois. Ces étoiles de la mort font de l'univers un endroit très dangereux. À des milliers d'années-lumière de la Terre, une étoile supermassive est sur le point de s'auto-détruire. Chaque jour, des étoiles explosent dans l'univers, mais celle-ci est différente. Elle est tapie dans la constellation du Sagittaire, le centaure mythologique du zodiaque. Cette étoile, du nom de WR104, à la force destructrice, pourrait prendre comme cible notre fragile planète bleue et émettre des radiations létales qui enflammeraient la couche d'ozone qui nous protège. Cela provoquerait de véritables bouleversements climatiques, l'extinction de nombreuses espèces végétales et animales, et peut-être même la fin de l'humanité. WR104 n'est qu'une des millions d'étoiles de la mort massive de l'univers. Ces terribles corps célestes sont des géants très âgés, tout près de se faire eux-mêmes exploser vers un au-delà stellaire. À ce moment-là, il ne reste plus rien pour soutenir les couches extérieures de l'étoile contre la gravité. Donc elle s'effondre d'un seul coup vers l'intérieur. Leur dernier souffle peut marquer le coup d'envoi de la plus grande explosion de l'univers connu, une explosion de rayons gamma ou sursaut gamma. Cette déflagration produit plus d'énergie que le Soleil au cours des 10 milliards d'années de sa vie. Si l'une de ces explosions se dirigeait vers la Terre, la vie telle que nous la connaissons pourrait cesser d'exister. Voilà ce qui pourrait arriver avec WR104, ce qui fait réellement d'elle une étoile de la mort. Dans le film Star Wars, l'étoile de la mort est l'arme de destruction ultime. Cette étoile prédatrice est de la science-fiction, mais la réalité est bien plus effrayante. Dans la réalité, une étoile de la mort est une étoile qui explose et souffle des planètes proches par sa radiation mortelle. C'est bel et bien une étoile de la mort. On connaît aussi WR104 sous le nom d'étoile Wolf-Rayet. Ce sont les plus vastes de l'univers. Ces objets imposants, 30 fois plus grands que notre Soleil, sont les plus grandes étoiles de l'univers. Chacune d'entre elles compte les années qu'il nous reste avant l'apocalypse. Découvertes en 1867 par les astronomes français Charles Wolf et Georges Rayet, les étoiles Wolf-Rayet sont des gangsters de l'univers. Les étoiles ont une devise: vivre vite, mourir jeune et laisser un cadavre qui présente bien. Plus elles sont grandes, plus elles vivent vite, et plus elles vivent vite, plus leur fin est violente. Elles brûlent extrêmement vite leur carburant nucléaire et épuisent tout ce qu'elles possèdent. Par conséquent, elles ne vivent pas très longtemps, quelques dizaines de millions d'années tout au plus. Elles sont faciles à découvrir. Ce sont de véritables dinosaures du royaume stellaire. Elles sont immensément puissantes. Au cours de l'année 2000, l'astronome australien Peter Tuthill commença à étudier WR104, qui est situé à quelques 8000 années-lumière de la Terre. Cette géante était étrangement différente des autres. L'équipe de Tuthill nota immédiatement l'immense nuage de poussière qui l'entourait. Il était 20 fois plus large que le système solaire entier.
Nous savions qu'il y avait de la poussière autour de WR104. C'était une véritable énigme, car c'est un peu comme trouver un flocon de neige en enfer. Il y avait là un mystère que nous voulions résoudre. Pendant 6 ans, à l'Observatoire Keck d'Hawaï, Peter Tuthill créa une image composée de plusieurs photos prises à l'aide d'un appareil à infrarouge. Cela donne une incroyable séquence en accéléré. WR104 émet un superbe panache spiralé de poussière. C'était presque un choc. Je n'y ai pas cru quand je l'ai vu pour la première fois. Je ne pensais pas que les étoiles pouvaient ressembler à des spirales. Je n'en avais jamais vu dans les livres. Il nous fallait essayer de comprendre comment une étoile pouvait produire cette élégante queue. Tuthill découvrit que si WR104 produisait cette étrange spirale de poussière, c'est qu'en fait, elle n'était pas seule. Elle tourne en orbite avec une autre étoile plus petite, dans ce qu'on nomme un système binaire. Les deux étoiles éjectent des masses de particules chargées, appelées des vents stellaires. Ils ne sont pas rares dans l'univers. Notre propre Soleil crée un vent solaire qui s'étend au-delà des planètes extérieures. La différence est que dans un système binaire, quand les vents produits par deux étoiles entrent en collision, les gaz sont comprimés et l'on a une création de poussière et de suie. Mais qu'est-ce qui pousse cette poussière à former une spirale aussi magnifique? Prenons l'exemple d'un système d'arrosage automatique. C'est une excellente comparaison avec les phénomènes physiques qui se développent dans ces systèmes binaires de vents entrant en collision. Nous avons modifié le système d'arrosage pour qu'il n'envoie qu'un seul jet. Ce jet d'eau unique représente le flot constant de particules de poussière produit par les vents stellaires qui entrent en collision. Dans le système de WR104, comme les deux étoiles sont constamment en orbite l'une autour de l'autre, un mouvement circulaire s'ajoute au courant de poussière. La première idée est que l'eau se déplace en cercle, mais en fait, le système d'arrosage automatique envoie le jet en ligne droite. Les gouttelettes d'eau, même si elles se déplacent loin du robinet, créent un arc qui se développe en spirale avec la rotation. Cette spirale posait encore plus de questions, parmi lesquelles la plus troublante. Quel type d'étoile de la mort avait pu devenir WR104? Les étoiles Wolf-Rayet peuvent être considérées comme des bombes à retardement, car elles sont tellement massives qu'elles ne peuvent vivre très longtemps. Une fois qu'elles ont brûlé tout leur carburant nucléaire, il ne leur reste rien pour lutter contre la pression permanente de la gravité. À ce moment-là, le cœur de l'étoile s'effondre et les couches extérieures tombent vers l'intérieur, puis rejaillissent vers l'extérieur en une immense explosion. Cette explosion est une supernova, une immense déflagration qui illumine un bref instant toute la galaxie. Wolf-Rayet 104 deviendra une supernova au cours des quelques centaines d'années à venir. À 8000 années-lumière d'ici, l'explosion même ne présente aucun risque pour la Terre. Mais il y a une chance que la supernova déclenche l'événement le plus violent de l'univers. Une explosion de rayons gamma ou sursaut gamma. Seules quelques étoiles de la mort donnent naissance à un sursaut lorsqu'elles explosent en trous noirs. Quand l'étoile s'effondre, elle produit un immense champ électromagnétique. Et en un instant, l'énergie de ce champ magnétique est transformée en particules de matière et d'antimatière, qui entrent ensuite en collision les unes avec les autres et génèrent une énorme émission d'énergie. Ce sont les rayons d'énergie les plus puissants du spectre électromagnétique. Ils sont plus dangereux que les micro-ondes, l'énergie infrarouge et même les rayons X. Nous avons appris à exploiter ces rayons gamma à des fins utiles, pour irradier certains produits alimentaires par exemple. Grâce aux rayons gamma, l'industrie agroalimentaire peut éliminer les micro-organismes, les bactéries, les virus et les insectes. Mais on utilise une quantité très faible de rayons, qui n'a rien à voir avec celle qui est libérée dans un sursaut gamma stellaire.
Les explosions de rayons gamma produisent tellement de radiation que si nous devions produire l'équivalent sur Terre, ce serait comme faire exploser une énorme quantité de bombes nucléaires. Ce serait dévastateur pour la vie sur la planète. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de savoir dans quelle direction se dirige le feu du sursaut gamma. Quand elle s'effondre, l'étoile se transforme en un disque dense et aplati, et les seuls orifices libérés de matière d'étoile sont les pôles des axes de rotation. Vous n'avez que deux régions relativement ouvertes vers les pôles. C'est dans ces directions que le matériau peut être éjecté, car il y rencontre assez peu de résistance. Ce récipient de yaourt peut nous permettre une comparaison avec ce qui se passe dans une explosion de rayons gamma. Je vais le lancer, et à cause des parois du récipient, le yaourt ne pourra pas sortir dans ces directions. Mais comme le haut du pot est ouvert, le yaourt va gicler vers le sommet. Regardez ce qui se passe. Le yaourt est allé gicler tout droit. Il ne pouvait pas partir sur les côtés, car il était bloqué par les parois du pot. C'est ce qui se passe pour le sursaut gamma. Notre préoccupation majeure est de connaître la direction dans laquelle va s'enflammer l'explosion de rayons gamma. Si l'axe de l'étoile en train de s'effondrer est pointé dans notre direction, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. Quand l'équipe de Peter Tuthill a étudié l'orbite du panache de poussière de WR104, elle a fait une stupéfiante découverte. Cette spirale était la clé qui ouvrait de nombreux secrets. C'est là que cela commence à devenir un peu effrayant. Ce système, au premier abord, semble être quasiment face à nous. Nous regardons droit dans l'axe, vers le cœur. C'est comme regarder une assiette. Si vous prenez ce plan et que vous l'inclinez jusqu'au champ de vision, il semble incliné. Vous ne voyez plus une assiette circulaire. Après observation approfondie, il semble que l'axe de rotation du panache de poussière corresponde à l'axe de l'étoile Wolf-Rayet. En résumé, la Terre regarde directement dans le canon du fusil. Autrement dit, si cette étoile en explosant donne naissance à un sursaut gamma, l'un des deux jets sera pointé vers nous. La magnifique spirale de Wolf-Rayet 104 apparaît soudain messagère de malheur. À quelques 8000 années-lumière de la Terre, deux étoiles sont liées en une danse gravitationnelle. Leur vent stellaire éjecte un immense nuage de poussière qui se déroule en une gracieuse spirale. Mais leur activité ne se limite pas à la création de ce magnifique panache. La plus grande des deux, Wolf-Rayet 104, est une étoile massive sur le point d'exploser en supernova. Les spécialistes en sont certains. La vraie question est de savoir si elle libérera un sursaut gamma, l'émission d'énergie la plus puissante de l'univers. La question est cruciale pour les habitants de la Terre, quand on sait que l'axe de l'étoile est peut-être dirigé en plein sur nous. Cela signifie que lorsqu'elle explosera, si elle donne naissance à un sursaut gamma, le jet pourra être pointé droit vers nous. Dans la constellation du Sagittaire, WR104 compte les heures avant sa destruction. Ce sont les astrologues romains qui, il y a 2000 ans, l'ont baptisé de ce nom qui en latin signifie « l'archer ». On peut se demander si les anciens se doutaient de ce que nous découvrons aujourd'hui. Pouvons-nous faire quelque chose contre cet archer ? WR104 peut être considéré comme une flèche pointée dans notre direction, prête à être décochée.
Les astrophysiciens ne sont pas tous d'accord. Le rayon bien centré d'un sursaut gamma peut-il parcourir d'aussi grandes distances dans l'espace? Le 23 avril 2009, le télescope spatial Swift, en orbite autour de la Terre, a enregistré un sursaut gamma à 13 milliards d'années-lumière de la Terre, à la limite de l'univers visible. Cette explosion s'est produite 630 millions d'années seulement après le Big Bang. Cela veut donc dire que les rayons gamma d'une étoile en train d'exploser ont voyagé pendant 13 milliards d'années, à la vitesse de la lumière, avant que nous puissions les voir. Ceci en fait le plus vieil objet stellaire de l'univers connu. Nous ne connaissons aucune étoile ou galaxie plus éloignée que ce sursaut gamma. C'est l'objet isolé le plus lointain et le plus discret que nous ayons jamais vu. À 8000 années-lumière seulement, un sursaut gamma de Wolf-Rayet 104 pourrait générer une catastrophe. Si Wolf-Rayet 104 explosait, l'éclair que nous apercevrions serait beaucoup plus éclatant que la lumière du Soleil, en particulier en raison de l'énergie des rayons gamma. Un seul sursaut gamma peut facilement surpasser en intensité la lumière de millions de galaxies. Et chaque galaxie contient une centaine de milliards d'étoiles. Cette étoile de la mort est une bombe à retardement dont le mécanisme est déjà en marche. Les spécialistes sont certains qu'elle se transformera en supernova. Mais des questions demeurent sur la possibilité qu'elle libère des rayons gamma vers la Terre. C'est le premier point que nous devons établir. S'il y a une explosion de rayons gamma, sera-t-elle dirigée vers nous? L'axe en spirale de l'étoile semble être pointé vers la Terre. Mais le rayon du sursaut gamma pourrait-il atteindre sa cible s'il doit voyager durant des milliers d'années-lumière? Et sommes-nous bien la cible de cet archer? Nous pensons que cet axe est pointé droit sur nous, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un léger écart suffisant pour que le rayon du sursaut gamma passe à côté de nous. Mais si l'étoile et la Terre sont bien alignées, une seule puissante explosion d'énergie pourrait transformer notre couche d'ozone en un enfer radioactif. Même un sursaut gamma, qui a parcouru des milliers d'années-lumière, peut réduire au moins de moitié notre couche d'ozone. Cela ne tuera pas toutes les espèces, mais pourrait provoquer ce qu'on appelle une extinction de masse. C'est-à-dire que, d'un seul coup, une grande partie des espèces vivantes disparaîtrait de la planète. La question cruciale est donc, la fin de WR104 provoquera-t-elle vraiment un sursaut gamma? Les spécialistes n'en savent rien. Pour qu'une étoile émette un sursaut gamma mortel, il est indispensable que sa rotation soit très rapide. Les étoiles tournent toutes sur leur axe, mais certaines étoiles massives peuvent tourner très rapidement. L'énergie développée pour la rotation de l'étoile est un des éléments à l'origine du sursaut gamma. Si on arrive à ralentir cette étoile tournant à toute vitesse, avant qu'elle n'arrive à l'étape du sursaut gamma, on désamorce la bombe. Des preuves scientifiques ont fait apparaître que l'univers mettait lui-même une sorte de frein à ces étoiles. C'est ce qu'on appelle la métallicité. Les étoiles sont composées essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais des éléments plus complexes et plus lourds naissent à chaque fois qu'une étoile explose. Du carbone, de l'azote et de l'oxygène, qui deviennent ensuite le matériau de base pour la génération suivante d'étoiles. C'est ainsi qu'une étoile née aujourd'hui comprend plus d'éléments lourds, autrement dit à une métallicité plus élevée, qu'une étoile née antérieurement.
Quand une étoile massive contient beaucoup d'éléments lourds, elle a tendance à perdre beaucoup de sa masse à cause des vents stellaires. Et en perdant de sa masse, sa rotation décélère en même temps, si bien qu'elle finit par tourner trop lentement pour qu'on ait une explosion de rayons gamma. Les étoiles Wolf-Rayet, qui explosent aujourd'hui et émettent toutes ces bombes, ont une spécificité. Elles explosent toujours en supernovae, mais elles sont beaucoup moins nombreuses à produire un sursaut gamma. Ces freins pourraient-ils ralentir suffisamment WR104 pour qu'elle ne soit plus un danger pour la Terre? Beaucoup d'astronomes le pensent. Mais s'ils avaient tort, malgré la distance de 8000 années-lumière de là, la Terre est-elle dans la zone dangereuse? Quand une étoile de la mort comme WR104 finit par exploser, elle a la puissance nécessaire pour libérer un sursaut gamma fatal vers la Terre. On pense que cette étoile est à environ 8000 années-lumière de la Terre. Est-ce assez proche pour qu'un sursaut gamma cause des dégâts sur notre planète? Entre 5000 et 8000 années-lumière, on est dans une zone dangereuse. Les formes de vie terrestres pourraient passer un mauvais quart d'heure si cette radiation nous atteignait. Si cette étoile était 2 ou 3 fois plus loin, nous serions sans doute en sécurité. Et s'il était 2 ou 3 fois plus proche, nous aurions des raisons de trembler. Nous sommes juste à la limite où il se pourrait qu'il se passe quelque chose. Mais nous ne retirerons certainement pas dans notre sommeil. Environ tous les milliards d'années, il se produit un sursaut gamma assez proche et pointé vers nous pour que nous devrions nous en inquiéter. Des étoiles de la mort de toute taille peuplent l'univers. Mais elles ne sont pas les seuls objets capables d'exercer une telle violence. L'univers est aussi le domaine d'autres galaxies de la mort, comme 3C 321, aussi connue sous le nom de galaxie de l'étoile morte. 3C 321 est une galaxie qui comporte en son milieu un trou noir géant, dont la masse équivaut à des millions de fois celle du Soleil. Juste à la limite du trou noir, le bouillonnement chaotique des champs magnétiques et de la poussée gravitationnelle a mis le feu à un jet de particules de haute énergie. Ces jets ne sont pas courants, mais celui-ci frappe avec force son voisin le plus proche. Le cas de 3C 321 est très intéressant, parce qu'il s'agit d'une autre galaxie située à 20 000 années-lumière. Les étoiles de cette galaxie ont été bombardées par les particules et le rayonnement de l'un de ces jets. Dan Evans, astrophysicien spécialiste des rayons X, a suivi à la trace la galaxie de l'étoile de la mort et sa violence, depuis le centre de contrôle du satellite à rayons X Chandra, situé près de Boston. Les trous noirs font de drôles de choses, mais très peu d'entre eux émettent ces jets puissants, ces particules, et il est encore plus rare que des galaxies comme 3C 321, la galaxie de l'étoile de la mort, frappent une galaxie compagne. La galaxie compagne est à 20 000 années-lumière de là. Son rayon d'énergie, qui est encore plus puissant que celui du sursaut gamma d'une étoile en train de mourir, brûle sans relâche sa réserve de carburant, qui semble sans limite. Ce que nous voyons ici est ce qu'il y a de plus proche sur Terre de la galaxie de l'étoile de la mort 3C 321. Un jet surgit du trou noir à une vitesse proche de celle de la lumière et elle devrait normalement se propager sur une distance d'environ 1 million d'années-lumière. Mais dans le cas particulier de 3C 321, le jet frappe le côté de sa galaxie compagne du coup, il se fractionne, se tord, se courbe et il provoque toutes sortes de dégâts. De même que ce bâtiment détourne le jet d'eau,
Les planètes et les étoiles de la galaxie victime détournent la plupart des particules qui l'agressent. Ce jet est en fait un puissant rayon d'énergie et de particules. Celles-ci sont chauffées à de très hautes températures, si bien qu'elles forment un plasma. Le plasma est un mélange d'électrons très chauds et d'ions canalisés en un jet par l'immense champ magnétique du trou noir. Les jets qui sortent à toute allure des trous noirs possèdent une énergie incroyable. Ils peuvent accélérer les particules au point d'émettre de la lumière et peut-être même des rayons gamma. Et ces rayons sont incroyablement puissants. Et ils ont une très longue durée de vie. Selon certaines estimations, le jet d'énergie de la galaxie de l'étoile de la mort s'est enflammé il y a environ 2 millions d'années. Pour alimenter ce feu, 3C321 a simplement dévoré une galaxie entière. Cela demande beaucoup de carburant. Actuellement, nous pensons que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fusion antérieure. Une autre galaxie est tombée dans une galaxie principale. On trouve en effet un magnifique couloir de fumée qui signifie qu'une galaxie a déjà été mise en pièces et qu'au cours de l'événement, la masse a été précipitée dans le trou noir. Après avoir épuisé la réserve de particules de plasma d'une autre galaxie, la galaxie de l'étoile de la mort doit énergiser d'une manière ou d'une autre les particules qui se présentent alors comme un jet. Les trous noirs possèdent de puissants champs magnétiques et tourbillonnent à grande vitesse. Ce sont deux éléments qui permettent d'enflammer les particules. Les spécialistes pensent que le fait que les jets brûlent dans une certaine direction est en relation avec la poussière et le gaz qui encerclent le trou noir. Dans une galaxie active comme 3C321, qui possède en son centre un trou noir supermassif, on a un anneau de matériaux semblable à ce beignet qui l'entoure. Dans ce cas, des particules de haute énergie, situées près du trou noir, ne peuvent pas en émerger à travers l'anneau, sur le même plan que la galaxie. Elles ne peuvent sortir que le long de l'axe où il y a relativement peu de matériaux obstructifs. Malheureusement pour la galaxie compagne, elle est située juste devant le centre de l'anneau. Et la zone d'impact du jet énergétique agit comme une explosion puissante, avec un effet de dispersion. C'est comme un coup de feu cosmique. Le problème du jet de particules à haute vitesse et de la radiation frappant une plus petite galaxie qui se trouve à 20 000 années-lumière, c'est que ce jet est assez vaste pour englober un grand nombre d'étoiles dans cette galaxie. Toutes créatures d'une planète tournant autour des étoiles de cette galaxie sont alors en sérieux danger. Et si c'était notre propre Voie lactée qui était conduite à l'explosion par la galaxie de l'étoile de la mort? Si la Terre était sur la route du jet, l'effet sur sa couche d'ozone serait catastrophique. Les rayons gamma du jet de 3C321 convertissent le gaz d'azote en oxyde azoté et ceux-ci agissent comme catalyseurs pour détruire l'ozone. En l'espace de quelques semaines ou de quelques mois, d'une année au plus, la couche d'ozone serait complètement détruite. Les conséquences seraient désastreuses. Mais comme pour beaucoup de phénomènes de l'univers, on retrouve aussi le même paradoxe. De la mort naît la vie. En effet, 3C321 ne détruit pas seulement, elle crée. Ce qui me plaît le plus chez 3C321, c'est qu'elle démontre clairement que les trous noirs ne se contentent pas de tout engloutir dans l'univers. Le jet qui en sort attaque le côté de la galaxie compagne. Bien sûr, c'est une force destructrice. Mais en fin de compte, les nuages de gaz comprimés au cours de cette action peuvent former des étoiles. Ces étoiles forment des planètes, et ces planètes voient naître des formes de vie. Ce magnifique cycle de naissance, de destruction et de renaissance est consubstantiel à l'univers et au trou noir. Dans l'avenir, notre Voie lactée pourrait fusionner d'elle-même avec la galaxie d'Andromède, toute proche, et créer une nouvelle galaxie de l'étoile morte. Ce serait un événement violent qui signerait certainement la fin de la Terre. Mais il semble qu'il ne pourrait se produire que dans plusieurs milliards d'années. D'autres dangers stellaires traversent à très grande vitesse notre galaxie. Ce sont les étoiles hyper véloces. Rien ne peut les arrêter.
À nos yeux, les étoiles se prélassent dans un ciel où règne une paix parfaite. Mais quand on y regarde de plus près, on y remarque des étoiles de la mort, prêtes à s'éteindre. Et ces monstres sont loin d'être paisibles. Une étoile brûle tout l'oxygène de son noyau et le convertit en hélium. Pour cela, elle doit être assez massive pour pouvoir brûler cet hélium et le convertir en des éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène et l'azote. Ce processus libère une énorme quantité d'énergie. Cette fusion produit une énergie analogue à celle libérée par une bombe à hydrogène. Bien qu'elles soient incroyablement violentes, la plupart de ces étoiles finiront un jour de brûler et deviendront des corps célestes appelés les naines blanches. Elles seront alors de petites boules d'électrons et de noyaux qui ne retrouveront jamais leur éclat. Mais certaines sont des étoiles supermassives, tellement pleines d'énergie qu'elles finissent en une explosion fantastique de supernova. Parfois même, elles produisent la plus forte de toutes les déflagrations, un sursaut gamma. Mais pour quelques-unes de ces étoiles de la mort massive, la fin est un nouveau commencement. Quelle est donc la seconde vie d'une de ces étoiles? Quand une étoile massive explose en supernova, son cœur s'effondre parfois pour former un trou noir. Mais plus fréquemment, quand le cœur n'est pas assez massif pour créer un trou noir, il forme quelque chose de presque aussi étrange, une étoile à neutrons, un petit corps incroyablement dense. Une étoile à neutrons comprend une énorme quantité de matériaux comprimés en un tout petit espace. On peut par exemple avoir la masse du Soleil pressée dans un espace de seulement quelques dizaines de kilomètres de large. La gravité est tellement forte que les protons et les électrons des atomes de l'étoile sont pressés ensemble pour former des neutrons. Et une étoile à neutrons peut rester stable pendant des milliards d'années. En elles-mêmes, les étoiles à neutrons ne constituent aucun danger pour leurs voisins célestes, à moins qu'elles trouvent un partenaire. Ces étoiles peuvent aussi suivre un autre scénario avant de mourir. Il y a parfois comme un pacte de suicide entre deux étoiles à neutrons. Lorsque deux étoiles à neutrons tournent ensemble, elles nouent une relation intime, finalement vouée à l'échec. Sur des millions d'années, leur orbite se rétrécit avant qu'elles se rencontrent pour finir dans un éclair lumineux. Elles peuvent alors provoquer une violente explosion et trouver une seconde vie. Il y a deux types de sursauts gamma. On rencontre aussi des explosions brèves d'une durée de moins de 2 secondes. Et nous pensons qu'elles sont produites par des étoiles à neutrons en train de fusionner. Les explosions brèves sont différentes des sursauts gamma, qui sont plus longs et produits par des étoiles massives en train de s'effondrer. Le sursaut gamma émis par deux étoiles à neutrons entrant en collision peut être bref, mais il n'en est pas moins très puissant. Son énergie équivaut à celle libérée par le Soleil au cours de toute sa vie, et ce, en moins de 2 secondes. Ce qui est inquiétant pour nous, c'est qu'il y a au moins 2 douzaines de systèmes binaires d'étoiles à neutrons en orbite dans la Voie lactée. Une explosion de rayons gamma très proche, dont le rayon serait pointé vers la Terre, pourrait entraîner des conséquences catastrophiques pour notre planète. Selon certaines estimations, il se produit une fusion d'étoiles à neutrons tous les 100 millions d'années, à l'intérieur d'une zone distante de 3000 années-lumière du Soleil. C'est à peu près la même fréquence que celle des extinctions de masse enregistrées dans les fossiles terrestres. Est-ce une coïncidence ou faut-il s'inquiéter de cette dernière danse stellaire dont les rayons gamma pourraient souffler notre couche d'ozone et abîmer la planète? Les scientifiques n'ont pas encore la réponse. La probabilité est sans doute analogue à celle qui verrait foncer vers la Terre une étoile emballée. Il y a peu de chance, mais ce serait terrible à observer.
Il est possible qu'un ensemble d'étoiles orbitant ensemble dans la même zone éjectent parfois l'une d'entre elles et qu'elles partent simplement de son côté. Pour autant que nous le sachions, aucune de ces étoiles vagabondes ne se dirige vers nous. Mais si c'était le cas, cela pourrait être assez intéressant. Selon certains scénarios, on pourrait voir l'orbite de la Terre autour du Soleil interrompue par l'attraction gravitationnelle d'une étoile vagabonde. Une éventualité dramatique serait qu'une de ces étoiles vagabondes pousse complètement la Terre en dehors du système solaire. Nous serions alors déplacés hors de portée de notre source d'énergie, le Soleil. Personne ne sait réellement ce qui se passerait. Cela dépendrait de l'angle d'approche, de la masse de l'étoile et d'autres facteurs. Les étoiles vagabondes peuvent se déplacer à plus de 100 km par seconde. C'est certes rapide, mais pas assez pour échapper à l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée. Pourtant, certaines pourraient se libérer et filer comme des flèches dans l'univers. C'est ce qu'on appelle les étoiles hypervéloces. Les étoiles hypervéloces sont des étoiles normales, comme le Soleil, si ce n'est qu'elles quittent la galaxie à une vitesse de plus de 1,6 million de km/h, ce qui est plus rapide que la vitesse de libération de la Voie lactée. Ce besoin d'accélération commence dans un système binaire d'étoiles lorsqu'elles sont trop proches du bord d'un trou noir. Tout comme le module de commande d'Apollo 13 abandonné a connu une accélération en manœuvrant près de l'orbite de la Lune. Les étoiles hypervéloces, en échappant au trou noir, se soustraient à l'attraction gravitationnelle de leur galaxie, rompent le lien avec leurs partenaires du système binaire et foncent à travers le cosmos. L'étoile la plus proche du trou noir est prise dans une orbite très serrée et perd ainsi cette énergie. Et l'autre étoile, qui gagne cette énergie, est éjectée à une vitesse incroyable. L'éjection d'une étoile hypervéloce ressemble à un effet de fronde. À l'instant où l'orbite de l'étoile binaire est rompue, l'étoile est propulsée avec une force inimaginable dans le vide de l'espace. Une fois éjectées de la Voie lactée, elles sont vouées à dériver dans les déserts de l'espace intergalactique. Il y a peu de chances que ces étoiles fassent des dégâts sur Terre. Par chance, la fin de ces étoiles hypervéloces se produira loin de notre système solaire. Ce sont les étoiles de la mort de notre propre zone sur lesquelles nous devons garder un œil. À l'échelle cosmique, leur fusion se produit rarement. Et nous sommes aux premières loges pour assister à leur destruction. Dans certains coins reculés de l'univers, d'innombrables étoiles sont vouées à une mort certaine, condamnées à une disparition violente et spectaculaire. Plus près de la Terre, on trouve plusieurs dizaines d'étoiles, dans une zone qui couvre 20 années-lumière à partir de la Terre, dont quelques-unes s'apprêtent à mourir. Je pense que nous sommes en sécurité devant le danger que représente une supernova normale. Dans le cas des sursauts gamma, nous n'en sommes pas certains. Eta Carina est une étoile hypergéante 100 à 150 fois plus massive que le Soleil et 4 millions de fois plus lumineuse. En 1843, la pression accumulée déclencha une gigantesque éruption visible de la Terre. Mais l'étoile survécut et forma un nuage de poussière et de gaz appelé une nébuleuse. À 8000 années-lumière de là, nous serons aux premières loges pour assister à son anéantissement. Nous pensons qu'elle va se transformer en un trou noir d'ici 1 million d'années. Et lorsqu'elle s'effondrera, elle possédera assez de matériaux pour produire un puissant sursaut gamma. Contrairement à l'étoile Wolf-Rayet 104, nous ne sommes pas dans la ligne de mire d'Eta Carina. Nous savons que la rotation d'Eta Carina n'est pas dirigée vers la Terre. Par chance pour nous, le rayon gamma ne frappera pas directement la Terre. Quand elle se produira,
Son explosion sera la supernova la plus lumineuse qui ait jamais été observée par l'humanité. À moins que le titre revienne à un autre postulant au titre d'étoile de la mort, encore plus proche de la Terre, Bételgeuse. Située à près de 500 années-lumière de notre planète, dans la constellation d'Orion, Bételgeuse brûle à grande vitesse et verra bientôt la fin de son carburant nucléaire. Bételgeuse est une étoile très massive. Elle fait près de 20 fois la masse du Soleil. Elle devrait exploser avant 500 000 ans. On a remarqué que Bételgeuse avait beaucoup changé au cours des dernières décennies. À l'heure actuelle, elle a considérablement rétréci de près de 15%. Qu'est-ce que cela signifie? Personne n'est certain de rien, mais on ne la perd pas de vue. Certains spécialistes pensent que Bételgeuse pourrait libérer un sursaut gamma. Les terriens n'ont pas grand-chose à craindre si cela se produit. Comme pour Eta Carina, l'axe de cette étoile est dirigé vers un point bien éloigné de la Terre. Et de plus, Bételgeuse a peut-être aussi un bouclier anti-souffle intégré. Son explosion sera assez normale. Ce ne sera pas un sursaut gamma, car Bételgeuse possède une épaisse couche d'hydrogène. Et cette enveloppe empêchera probablement l'éjection d'un jet de particules et de radiation. Il y aurait trop de matériaux à traverser. Bételgeuse brillera intensément pendant un bref instant, mais cela sera comparable au dernier moment de notre étoile la plus proche, le Soleil. Des étoiles moyennes comme le Soleil ont des vies longues et heureuses. C'est une chance pour nous. Notre Soleil a déjà vécu environ la moitié des 10 milliards d'années qui lui sont prédits. Il a environ 4 milliards et demi d'années. Il en est presque à la moitié. Certains spécialistes estiment que le Soleil est là pour encore 5 milliards d'années. Mais nos problèmes pourraient bien commencer beaucoup plus tôt. Le Soleil devient petit à petit plus lumineux et plus puissant. Dans 500 millions d'années, et a fortiori dans 1 milliard d'années, la Terre sera si chaude que les océans s'évaporeront. Nous ne disposons pas de 4 ou 5 milliards d'années pour nous inquiéter de ce problème. Nous devons nous en soucier à une échelle de centaines de millions d'années. Des milliards d'années après que le Soleil ait rendu la Terre impropre à la vie, il entrera dans sa dernière phase, celle de géante rouge. Il ne peut pas exploser en donnant naissance à une supernova, car il n'est pas assez massif. Mais la plupart des scientifiques sont d'accord sur le chapitre. Comme pour toute géante rouge, sa densité diminuera et le Soleil enflera, dévorant ses voisins les plus proches. Arrivé à l'étape de géante rouge, le Soleil entrera probablement en expansion et il engloutira Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. Ce serait évidemment la fin de notre planète. De toutes les étoiles de la mort, celle qui serait le plus à même de détruire la Terre est le Soleil. Cela signifierait la mort de notre planète, mais ce n'est qu'un maillon du cycle de la création. Les étoiles de la mort ôtent la vie, mais elles en sont aussi à l'origine. Les éléments lourds que nous avons dans le corps ont été littéralement produits par des générations d'étoiles éjectées dans le cosmos lors d'explosions stellaires. Nous ne serions pas là si certaines étoiles n'explosaient pas violemment à la fin de leur vie. Comme Carl Sagan le disait, nous sommes faits de matière d'étoiles, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Les explosions se poursuivent et les éléments lourds éjectés seront peut-être à l'origine de nouvelles formes de vie, loin de la Voie lactée, sur une nouvelle planète bleue, dans un autre coin de l'univers.